Merci à tous de vous être connectés à ce nouveau vendredi du droit. On est heureux de vous recevoir dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui pour une thématique sur les régies. Donc, c'est une thématique qui nous semblait importante d'aborder parce que nous avons des questions régulièrement sur comment on peut créer une régie et comment on peut la faire vivre au quotidien par les bibliothécaires du réseau départemental de lecture publique. Donc, je n'étais pas forcément en mesure de vous donner toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Donc, on a réussi à trouver deux cobayes qui se sont prêtés au jeu. Avec Sébastien Ayat et Laure Mire du service des affaires juridiques et de la direction des finances du département des Pyrénées-Orientales. Donc, ils vont répondre à toutes les questions qu'on a pu se poser sur les régies. Ils ont essayé de simplifier quand même la tâche au maximum parce que c'est pas une thématique facile. Mais vous verrez, c'est assez abordable par tout le travail qu'ils ont pu réaliser pendant ces heures de préparation. Merci en tout cas d'avoir participé et de vous prêter tous les deux au jeu. Donc, on va dans un premier temps définir ce qu'est une régie. Alors, qu'est-ce qu'une régie et est-ce qu'il existe différentes catégories de régie? C'est toujours bien pour commencer de la Oui. définir. Donc une régie, c'est tout simplement un outil qui permet à une personne publique, alors toute personne publique, hein, que ce soit l'État, les communes, les départements, les établissements de santé, enfin peu importe, d'encaisser des recettes et ou de payer des dépenses. Donc je précise et où, ça répond aussi à ta deuxième question, parce qu'il existe trois catégories de régies. Donc ce qu'on appelle les régies de recettes, qui permettent l'encaissement, les régies d'avance, qui permettent de payer ou de verser des sommes ou des dépenses, et puis les régies de recettes et d'avance, qui elles font les deux. Donc cette distinction, elle permet à chaque régie créée de répondre aux besoins de la collectivité en fonction des domaines concernés, des volontés et de la thématique. Donc dans le cadre d'aujourd'hui de la présente formation, on va plus particulièrement s'intéresser aux régies de recettes parce qu'elles correspondent à la majorité des régies qui sont mises en place dans les bibliothèques. Et j'en profite aussi pour préciser, puisque c'était un sujet qui avait été abordé en amont, qu'on ne traitera pas des bibliothèques gérées par des associations, car celles-ci ne sont pas dotées de régie, ou en tout cas normalement, et elles répondent à d'autres mécanismes où il nous faudrait presque une autre session spécifique pour pouvoir en traiter. Donc on a été obligé de vraiment se concentrer voilà, sur les régies des bibliothèques gérées par des collectivités. Donc l'avantage principal, en tout cas, hein, d'une régie, c'est de déroger au système classique de perception des recettes par les collectivités. Donc j'imagine que vous les connaissez, mais ça induit plusieurs phases successives. La liquidation, l'émission du titre de recette, la prise en charge du titre de recette par le trésorier ou le payeur, et puis la phase de recouvrement des recettes auprès de la personne qui est redevable. Donc on ne va pas entrer dans les détails, parce qu'on sur conseil de Sylvie, on avait peur de perdre déjà tout le monde alors qu'on vient de commencer. Ce serait dommage. Ça serait, en tout cas, là, maintenant, oui, quand même, un peu. Mais vous aurez compris que ce fonctionnement, bon, il a un certain nombre de garanties hein, importantes, c'est pour ça qu'il est mis en place, mais c'est pas le plus rapide ni le plus souple. Et donc, à contrario, la régie de recettes, c'est en fait un mécanisme dérogatoire accéléré et simplifié qui permet d'encaisser tout type de recettes, alors que ce soit de l'entrée, de l'abonnement, de la vente, des pénalités ou encore de la mise à disposition de location dans des domaines variés. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle permet de nombreux moyens de paiement, puisqu'en dehors des espèces, des chèques bancaires ou des cartes bancaires, on peut aussi mettre en place du paiement en ligne ou du paiement via des téléphones ou des montres connectées. Alors, c'est des outils à mettre en place, mais c'est des choses qu'on a fait nous dans le département des Pyrénées-Orientales et ça fonctionne bien. Et justement, pour être un petit peu concret sur cette entrée en matière, pour le moins théorique, on va vous présenter un petit peu, mais rapidement, les régies de recettes dont le département, notre collectivité donc, est dotée. Donc, on en a notamment pour nos archives départementales, que ce soit pour les frais de reprographie, la vente d'ouvrages ou encore les recherches qui peuvent être effectuées. On en a aussi pour nos monuments historiques, que ce soit pour les entrées ou les prix boutiques. Et puis pour les sites naturels, donc de la location d'équipements, du transport. Enfin, vous le voyez, ça peut recouvrir tout un tas de domaines et tout un tas de recettes et de produits qui sont proposés. J'en profite et on l'avait convenu pour un petit instant de promotion territoriale. Vous pouvez trouver tous les renseignements utiles sur nos monuments et nos espaces naturels sur le site ledépartement66.fr. Venez nombreux. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est une régie, qu'on a vu qu'il existait différentes régies pour tout type de site hein, ou de collectivité ou de service, est-ce que tu peux nous expliquer comment elles sont encadrées, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des régies, c'est un système qui est bien cadré et bien normé. Et est-ce que tu peux nous présenter rapidement les principaux textes juridiques que l'on peut appliquer dans le monde des régies? J'ai le sentiment que tu as insisté sur rapidement. Rapidement. Je vais faire. Donc, bon, en synthèse, du coup,
Donc, les régies elles sont principalement encadrées par deux sources juridiques, donc qui s'affichent à votre écran. Donc, d'une part, le Code général des collectivités territoriales, qui est plus connu sous le nom de CGCT. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les articles R16 17.1 à R16 17-18. Donc, ils traitent de tout un tas d'aspects des régies, que ce soit leur organisation et leur fonctionnement, les personnes qui interviennent dans les régies, les contrôles auxquels elles peuvent être soumises, et même des cas très spécifiques, alors qui ne nous concernent pas a priori, mais de régies qui sont établies en dehors du territoire national. Mhm. Et d'autre part, c'est l'instruction codificatrice du 21 avril 2006 qui, quand même, n'émane de pas moins de 5 ministères différents. Donc, il y a eu pas mal de gens qui se sont mobilisés dessus. C'est un document très volumineux et détaillé, mais qui présente tous les aspects juridiques, financiers et opérationnels des régies. Assez récemment, on a eu une réforme de la responsabilité des gestionnaires publics. Donc, Laure abordera un peu plus en détail en fin de formation. Mais donc, certains éléments et modèles de cette instruction sont plus vraiment à jour pour ce qui est vraiment la responsabilité des régisseurs. Et donc, on vous conseille de vous rendre sur le site collectivitélocale.gouv.fr qui contient, lui, une page dédiée avec des modèles de documents, des questions-réponses, des vidéos, des fiches thématiques, enfin, vraiment tous les outils qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer ou pour pouvoir améliorer ou optimiser vos régies. Donc, à cet effet, ben, on a inséré un lien dans le PowerPoint auquel vous pourrez accéder après. Et là, vous voyez ben, voilà, la page avec les modèles d'actes. Donc, vous avez déjà quand même une bonne base de travail. Et puis ensuite, les textes applicables, alors on avait présenté les principaux, hein. Et puis vous verrez qu'on va se servir de ces modèles-là tout au long de la formation pour illustrer un petit peu nos propos. Donc, comme le faisait sentir Sylvie, on imagine bien que ce n'était pas la partie la plus intéressante ou la plus attendue, mais c'est vraiment important d'avoir les règles et les documents ressources. Ça peut vous permettre vraiment d'y voir clair et de répondre à un certain nombre de questions auxquelles nous, on n'aurait peut-être pas l'occasion de répondre, et surtout de l'avoir toujours à proximité. Alors, on ne va pas passer tous ces textes et ces actes en détail, mais on Alors, va s'attacher à essayer de vous montrer des modèles d'actes qui peuvent vous aider au quotidien pour la création de la régie ou l'acte de nomination d'un régisseur. Vous avez vu, là, je maîtrise bien le vocabulaire. Donc, Laure, est-ce que tu pourrais nous dire et nous citer et ensuite nous présenter quels documents sont obligatoires pour une régie et de quoi elle a besoin exactement pour fonctionner? Alors, une régie, pour fonctionner, elle a besoin d'au minimum deux actes, deux types d'actes. Donc, tout d'abord, il y a l'acte de création et fonctionnement qui permet d'établir le périmètre d'action de la régie. Ensuite, il y a les actes qui vont nommer les personnels de la régie, en d'autres termes, les personnes qui vont être habilitées à manier des fonds publics. Pour les différents actes de la régie, l'avis préalable du trésorier municipal est nécessaire. Cet avis conforme, il permet de justifier le fait que par toute régie qui implique le maniement des fonds, voilà, donc le payeur, il donne un avis préalable Au aux actes. maniement des Voilà, fonds. c'est ça. Donc, Donc, ces actes, ils vont vous être présentés en détail. On va les décliner. et donc, on va d'abord s'intéresser, si tu le veux bien, à l'acte de la création de la régie et à son fonctionnement. Donc, cet acte-là va expliquer comment on crée la régie, comment on articule son fonctionnement au quotidien et comment on encadre les recettes. Là, je laisse la parole à Sébastien. je te remercie. Donc oui, l'acte de création et de fonctionnement de la régie, donc c'est le document qui permet finalement son existence juridique et comptable. Ça fait des mots un peu techniques, mais c'est le document qui lui permet d'être là et de fonctionner. Et c'est de ce document dont vont découler ensuite le deuxième type d'actes qu'évoquait Laure, pardon, et qui sont donc les actes liés au personnel. Donc concrètement, l'acte de création et de fonctionnement, il peut prendre la forme soit d'une délibération qui émanerait de votre assemblée délibérante, donc conseil municipal, conseil communautaire, bon, conseil départemental, on va pas tous les citer, ou d'un arrêté de l'exécutif, donc du maire, du président du conseil communautaire, etc., si l'Assemblée dont on vient de parler lui a délégué ce pouvoir en matière de création de régie. Le CGCT, qui est très attentif aux régies, prévoit Oui. explicitement la possibilité pour l'Assemblée de déléguer donc au président ou au maire le pouvoir de créer et de gérer les régies. Alors, petite précision de droit, même si ce n'est pas la thématique globale, mais si l'Assemblée accorde cette délégation, ce qui est par exemple le cas au département, Oui. elle se dessaisit, c'est-à-dire qu'ensuite, elle ne peut plus intervenir sur la régie, c'est le maire ou le président qui intervient. Elle peut toujours rapporter cette délégation, l'Assemblée, et y mettre un terme pour y revenir, mais il faut qu'elle le redécide. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est ou l'Assemblée ou le maire ou le président. C'est important pour être sûr de la validité des actes qui sont pris dans le cadre des régies. Et donc, pour chaque catégorie de collectivité, c'est prévu. Donc, par ailleurs, et c'est un sujet aussi sur lequel on reviendra un peu souvent dans la formation, la régie, elle est donc créée par un acte, hein, donc, ou un arrêté ou une délibération.
Et donc, il faudra un autre acte juridique en face, soit pour la modifier, soit pour y mettre un terme et fermer la régie. C'est le fameux principe du parallélisme des formes. On l'ouvre avec un acte, on le modifie avec un acte, on le ferme avec un acte. C'est important aussi de l'avoir à l'esprit. C'est un petit peu juridique, mais je pense que c'est toujours bon voilà, de De suivre ça préciser. Mm. pour éviter quelques difficultés. Si vous devez retenir à ce moment-là quelque chose de très important, c'est le parallélisme des formes, parce qu'on va y revenir assez régulièrement tout au long de la Ne formation. partez pas pour autant, on aborde Non, aussi d'autres d'autres sujets, hein. sujets, mais celui-là en particulier. Restez avec nous. Donc, bon, comme on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, on va maintenant vous projeter le modèle d'arrêté du site collectivitéterritoriale.gouv.fr. Alors, vous allez le constater, il nécessite une petite remise en forme, hein. C'est des documents qui datent un peu, mais qui, sur le fond, sont plutôt corrects. Et puis, on va aborder rapidement surtout les principaux articles. Donc voilà, tout au long de cette partie, on va voir tous les articles Oui, qui comme seront à principe. modifier une fois que vous devrez créer cet acte-là. Mais déjà, vous allez avoir de bonnes bases et de bonnes notions sur ce que vous devez y mettre. C'est ça, ça pose déjà le cadre et ça, voilà, ça donne un chemin finalement. Et c'est vrai que c'est vraiment utile qu'ils aient fait ça pour un petit peu harmoniser aussi au niveau national la façon de fonctionner. Juste en préambule, il y a certains articles, enfin il est exhaustif, il prévoit plein de choses. Il vise aussi des textes qui sont plutôt applicables aux établissements de santé. Il prévoit le système de sous-régie qui, j'imagine, ne vous concernera pas. Donc il y a quelques articles à enlever et nous, on va aborder justement ceux qui vous concernent directement dans le cadre des bibliothèques, qui peuvent en tout cas vous concerner. Ouais. Donc, tout d'abord, on commence par les visas, hein. Donc, il s'agit là, on liste les différents textes et les actes juridiques qui sont relatifs à la régie. Donc, on a les fameux articles du CGCT dont on parlait tout à l'heure. On a le décret qui est relatif à la gestion budgétaire et comptable, la délibération qui crée la régie ou qui autorise l'exécutif à la créer, et l'avis conforme du comptable public. Donc, je me permets d'insister, et c'est le deuxième point sur lequel on reviendra souvent, sur cet avis préalable et obligatoire du comptable qui a été évoqué par Laure, hein, et qui sera réévoqué encore. En effet, l'absence de cet avis, ça peut conduire à l'annulation de l'acte. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, sachant qu'en pratique, il s'agit juste d'envoyer le projet d'acte au payeur ou au trésorier. Alors, que ce soit, alors c'est selon des modalités à définir ensemble. Ça peut être par mail, par courrier. Bon, par mail, c'est très bien. Et de recueillir son accord sur le projet. Et ensuite, on le notera donc on notera la date justement là où vous voyez que c'est surligné dans le document. Et ça permet de s'assurer, il faut conserver la trace de l'accord donc du mail. Et ça permet de s'assurer que le comptable public a bien validé. Ça fait peur comme ça, mais c'est pas très compliqué, hein. C'est un échange de mails finalement. En tout cas, nous, Oui, ça c'est prend ça. cette forme-là. Donc ensuite, on a les articles 1, 2 et 3. Donc eux, c'est vraiment plutôt de l'introduction, hein. Donc ils viennent préciser effectivement quelle personne publique relève la régie, donc la commune de Thuir si on était ici, le département des Pyrénées-Orientales, ou peu importe, l'adresse et lieu d'implantation, et puis la période de fonctionnement. Donc, classiquement, une régie, elle est ouverte du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Mais il existe des régies saisonnières, notamment sur les sites touristiques, où on a eu aussi à en connaître, Oui. qui ne fonctionnent pas toute l'année et donc qui sont ouverts sur plusieurs mois. Donc, c'est prévu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'utilité à la maintenir ouverte pendant 12 mois si finalement on ne s'en sert pas pendant la moitié. Donc, ça permet voilà, que ça corresponde à la réalité de fonctionnement finalement de la régie. Donc là, si on devait mettre quelque chose à la régie fonctionne du au, Mhm. on mettrait du 1er janvier au 31 Pour une bibliothèque, je décembre. pense que c'est plus adapté. Voilà, mais sans mettre les dates, sans Non, mettre 2024, ou comme ça, on ne la refait pas chaque année. exactement. Oui, oui, Voilà. l'arrêté, après, il tourne tout seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de date, mais c'est une période annuelle. D'ailleurs, on peut même mettre fonctionne annuellement Annuel. dû au temps, et comme ça, il n'y a pas de problème. Non, non, il ne faut pas le refaire tous les ans. Ouf, Ouais, merci pour cette précision. c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, ensuite, on arrive directement sur l'article 9. Donc, il lui précise que les interventions du régisseur et des mandataires, elles se font en fait, elles sont encadrées par leur acte de nomination. Donc, c'est le deuxième type d'acte qu'on verra tout à l'heure. L'idée, c'est de faire un lien parce que, comme le disait Laure, on a deux grandes catégories. Donc, cet acte de création et de fonctionnement et de l'autre côté, les actes de nomination des différents intervenants et personnels. Et c'est le corpus qui permet à la régie de fonctionner et de vivre. Et donc, c'est important que chacun des documents fasse référence à l'autre pour créer du lien juridique et pour renvoyer aussi quelqu'un qui le lirait sur le bon chemin d'utilisation finalement et de respect de la régie. Ensuite, on tombe directement sur l'article 16 qui, lui, est vraiment un acte classique d'arrêté qui dit que le directeur général ou le secrétaire général de la commune, peu importe l'appellation, et Oui. le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. Puisque là, voilà, il y a un volet qui dépend de la collectivité et l'autre du payeur. Donc, bon, c'est une phrase vraiment classique qu'on met dans les actes. Et le dernier qui n'apparaît pas, mais qu'on vous conseille quand même de mettre, c'est l'article sur la contestation éventuelle de l'arrêté à bout de la délib, en prévoyant les voies et délais de recours. Donc, généralement, c'est gracieux ou contentieux dans un délai de 2 mois. Bon, c'est du classique, ça se trouve un peu partout.
On ne sait pas trop pourquoi ils l'ont pas prévu dans le modèle, mais ça nous paraît important pour faire courir les délais et s'assurer ensuite qu'il n'y aurait pas de difficulté sur l'acte. Je Voilà. passe maintenant la main alors pour le volet plutôt financier Oui. et budgétaire. Donc, on va aborder donc les actes, pardon, les articles qui sont plus d'ordre comptable. Maintenant qu'on sait où la régie est installée et ses périodes d'ouverture. Le principe de perception des recettes, ça reste quelque chose de très encadré. Donc, il y a les articles 4. Voilà, donc ainsi au sein de l'article 4, il sera dressé de manière précise et exhaustive la liste des recettes pouvant être encaissées et les articles comptables correspondants. Par exemple, s'il est prévu l'encaissement des abonnements, des achats de livres, de CD, il ne sera pas possible d'encaisser des photocopies. Bien sûr, l'arrêté de fonctionnement peut évoluer et vous pourrez le prévoir ultérieurement dans des modifications donc de l'arrêté de fonctionnement. Mais tant que l'arrêté de fonctionnement ne le prévoit pas, il est important de respecter la liste et vous ne pourrez pas encaisser ces produits-là. Ensuite, en complément donc, de l'arrêté, il peut y avoir des annexes, des annexes qui vont présenter la politique tarifaire adaptée au sein de la bibliothèque. Mhm. Voilà, donc si par exemple il y a des conditions de gratuité pour un type de public en âge, ou si, enfin voilà, tout ça, une annexe qui pourra compléter en fait cet article et préciser la politique tarifaire. Ensuite, on va voir l'article 5 qui répond à l'article 4 et qui va prévoir les modes de recouvrement. Donc, par exemple, il sera inscrit paiement en espèces, en chèque ou en virement bancaire. Comme pour l'article 4, cette liste peut évoluer si au sein de votre bibliothèque, par exemple, il venait à être installé le terminal de carte bancaire. Vous pourrez alors l'ajouter à la liste des paiements par CB, carte bancaire. Voilà. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'arrêté de fonctionnement, il peut être modifié en fonction de l'activité de la régie. Si au sein de votre collectivité, le maire ou le président de la communauté de communes souhaite faire évoluer certaines missions et que pour cela, la régie doit encaisser une nouvelle catégorie de recettes, ou évoluer avec des nouveaux types d'encaissement, l'arrêté de fonctionnement pourra s'adapter, toujours sous réserve de l'avis comptable, de l'avis conforme, pardon, du comptable public. Voilà, c'est quelque chose qui évolue. Hein, l'arrêté de fonctionnement, il est mouvant et il s'adapte. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, donc, il y a l'article 7 qui parle de trésor. Donc, il est précisé dans cet article qu'il y a un compte de dépôt de fonds au trésor qui est ouvert au nom du régisseur. L'utilisation du compte de dépôt de fonds au trésor, qui s'appelle compte DFT, permet notamment de limiter aussi l'encaissement par espèce et de vérifier toutes les opérations concernant la régie. C'est vraiment comme un compte bancaire, mais de la régie. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a les articles 10 et 11 qui prévoient les montants de fonds de caisse et d'encaisse. Alors, le montant d'encaisse autorisé, c'est-à-dire le montant total des recettes encaissées, est fixé selon un seuil qui paraît raisonnable au vu de l'activité de la régie. Donc, bien sûr, qu'il peut y avoir des différences. Par exemple, nous, au sein des monuments historiques, le château royal de Collioure a une encaisse beaucoup plus haute qui peut avoir peut-être le prieuré de Cérabonne où il y a une activité qui est peut-être voilà, moindre. Là, Voilà. ce sera en fonction de la Et taille de donc, c'est votre vraiment bibliothèque, hein, exactement et par rapport de ce que vous percevez et, comme recette. et de l'activité surtout. Alors, il y a la taille, mais des fois, il y a l'activité. Il y a des L'activité. petites bibliothèques qui peuvent être très dynamiques Mm. dans des manifestations ou des choses comme ça. Si c'est prévu des encaissements dans le cadre de la régie, voilà, on peut avoir un montant Plus d'encaisse un peu élevé. plus élevé. Voilà, donc ça, c'est à fixer vraiment par rapport à l'activité.
Et ensuite, donc, il y a un montant d'encaisse en numéraire qui est distingué et qui peut être fixé. Enfin, voilà, ça aussi, c'est pareil, c'est par rapport à l'activité de la régie. Mais ce montant d'encaisse, il est en général moindre parce qu'il permet de limiter les espèces sur le site. Et enfin, voilà. Donc, ensuite, il y a l'article 12 et 13 qui concernent les fréquences de dépôt. Parce que aussi, voilà, il y a un terme de sécurité. L'important, c'est de ne pas conserver trop de fonds sur le site, hein. Donc, les dépôts, ça c'est important, les dépôts doivent s'opérer au minimum une fois par mois. Une fois par mois, et donc autant de fois que nécessaire dès que l'encaisse sera atteinte. Ça, c'est vraiment important. Quand on a une régie qui est ouverte en activité, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on a une régie qui est saisonnière, il vaut mieux enfin, voilà, afficher la saisonnalité dans les conditions d'ouverture. Enfin, voilà. Pourquoi? Parce que quand il y a une régie qui est ouverte à l'année mais qui ne fonctionne pas toute l'année, en fait, ça devrait nécessiter quand même, enfin pas un dépôt parce que s'il n'y a pas d'activité, mais ça va nécessiter une information au payeur en disant il n'y a pas d'activité. On est obligé d'aller déposer une fois par mois les encaisses, même si on a encaissé 15 euros. Une fois par mois, c'est le minimum. Et donc, si on n'a pas d'encaisse, on est quand même obligé de dire Alors, bon, voilà, Voilà. c'est pour ça que c'est important aussi de respecter l'ouverture de la régie, les périodes d'ouverture. S'il y a une saisonnalité, c'est bien de laisser la régie ouverte durant la saisonnalité. Voilà. Donc ça, c'était voilà, pour tous les articles dans l'arrêté qui vont concerner les notions comptables. Alors maintenant qu'on sait ce qu'il faut mettre dans cet acte de création et de fonctionnement de la régie, il existe un autre type d'acte, comme on l'a vu au tout début, qui encadre les personnels de la régie et qui nous détaille les différentes personnes qui peuvent intervenir dans une régie. Elles sont au final assez nombreuses. Pas tant que ça, mais il y Pas en a tant quand que même ça, mais il plusieurs, y en tu as a raison, tu as plusieurs. raison. Donc, est-ce que tu peux nous définir ces différentes catégories de personnel, s'il te plaît, pour qu'on y voit un petit peu plus clair sur le personnel des régies? Oui. Donc oui, il y a 4 catégories de personnel qui peuvent être amenés à intervenir au sein d'une régie. Et donc c'est vrai que c'est important de pouvoir bien distinguer leur rôle. Donc tout d'abord, la pièce centrale, c'est le régisseur. Donc c'est vraiment la personne qui est chargée de l'ensemble des opérations de la régie, que ce soit l'encaissement des recettes, hein, la garde des fonds, le maniement des fonds publics aussi, ou encore la comptabilité de la régie. Donc c'est vraiment voilà, le rouage essentiel au sein de la régie et c'est lui qui est référent là-dessus. Donc sa nomination, ainsi que celle de tous les autres personnels de la régie qu'on verra juste après, hein, elle passe systématiquement par un acte juridique de la collectivité dont dépend la régie. Parce que c'est pareil, il faut forcément un acte pour pouvoir permettre d'exercer au sein de la régie. Et cet acte nécessitera, encore et toujours, l'avis préalable et conforme du comptable public. Et comme on le disait tout à l'heure, quand on ouvre une régie, on la crée, on prend un acte. Quand on la ferme, on prend également un acte, le parallélisme des formes, donc on y revient, comme tu le disais. Quand on mettra fin aussi aux fonctions d'un régisseur ou d'un mandataire, pour tout un tas de raisons qui peuvent intervenir, il faudra aussi prendre un arrêté de cessation de fonction, alors qui est tout simple et tout court, mais qui permet justement d'acter la sortie de la personne de la régie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, et enfin, on l'a évoqué en tout cas tout à l'heure, et puis on le verra en fin de formation. Donc, la responsabilité des régisseurs, elle a évolué récemment, plutôt en étant atténuée, ou en tout cas en étant déchargée de quelques aspects. Donc, ça fera l'objet de la partie dédiée à la fin et présentée par Laure. Mais c'est important aussi de l'avoir à l'esprit. Donc, la deuxième catégorie de personnel qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les mandataires de la régie. Donc, ceux qui assistent finalement le régisseur et qui réalisent ce qu'on appelle les opérations de guichet, les activités de guichet, donc également dénommées les agents de caisse. Leur nomination, selon le même formalisme, je ne vais pas le répéter, mais que le régisseur, avec un arrêté, avec l'avis préalable, etc. La troisième personne fondamentale aussi dans la régie, c'est le mandataire suppléant. C'est en fait la personne qui assure le remplacement du régisseur pour une période qui peut être inférieure à 2 mois. C'est vrai que le régisseur peut être en congé parce qu'il a le droit quand même de temps en temps. Il peut aussi avoir d'autres difficultés qui font qu'il n'est pas disponible sur une période inférieure à 2 mois. Et donc, le régisseur suppléant, enfin, c'est en fait le régisseur suppléant. Alors, les textes ont décidé de l'appeler le mandataire suppléant pour nous compliquer un peu la tâche. Ça justifie l'intervention du juriste, ça donne un peu de travail. Merci. Ouais, je t'en prie. Mais c'est le régisseur suppléant. C'est celui qui le remplace sur des périodes de courte durée et il doit obligatoirement être visé. On le verra tout à l'heure, mais l'acte de nomination du régisseur vise nominativement
et obligatoirement son suppléant. Comme ça, les choses sont carrées, c'est C'est pareil, on ça. ne se pose pas la question, on sait que c'est lui. Donc l'idée, c'est d'assurer voilà, la continuité de service, c'est d'être sûr qu'à chaque fois que la régie est ouverte, elle est encadrée finalement soit par le régisseur, soit par son suppléant. Dans ces cas-là, nous, alors avant c'était obligatoire, maintenant ça l'est plus. On recommande de faire ce qu'on appelle une remise de service, qui est en fait un simple petit état des comptes, une photographie de la régie au moment où le titulaire est remplacé par le suppléant et au moment où il revient. Alors ça paraît un peu complexe, mais c'est pas, voilà, c'est juste une photographie de l'état des comptes, hein, tout Exactement. simplement. Et ça permet de mieux répartir les responsabilités, de savoir ce qui est relevé du régisseur et de ce qui est relevé de son suppléant. Donc ça, la PERI peut éventuellement vous renseigner sur la procédure, donc le payeur municipal. Et la remise de service n'est pas obligatoire, c'est juste un Non, elle conseil. l'était, elle l'est Elle l'est plus. plus. Nous, elle nous paraît quand même bienvenue. Déjà, ça suscite du dialogue avec le payeur. On est sûr qu'il est au courant que c'est le suppléant à ce moment-là qui intervient. Et ça permet, s'il devait y avoir une difficulté, de savoir De savoir voilà. où Ouais, et vient d'éviter de perdre un peu de temps là-dessus. Et puis, chacun est clean. Je veux dire, voilà, le régisseur, il s'en va, il sait qu'il y a la photographie. Le suppléant, il a fait son travail, il sait qu'on a pris la photographie, que tout va bien. Donc, c'est vrai que c'est quand même utile pour tout le monde. Mais c'est plus obligatoire, c'est vrai. Enfin, en tout cas, Ce n'est plus d'après les obligatoire. dernières recherches qu'on a faites, ça l'est plus. Ça dépend. Et enfin, donc la dernière personne qui, elle, n'est pas censée forcément intervenir, mais ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle le régisseur intérimaire. Donc il est nommé aussi hein, via un acte, comme tous les autres, et selon le même formalisme, dans deux types de cas, soit en cas de cessation de fonction du régisseur, et donc il est dans l'attente de nomination d'un titulaire, en fait c'est lui qui assume les fonctions, soit en cas d'indisponibilité du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois. Ce qui peut aussi arriver, alors pour des raisons qui sont généralement un peu plus ennuyeuses, mais en tout cas, ça arrive. Et donc là, il est obligatoire, puisque le suppléant, lui, ne peut faire que 2 mois, dès qu'on dépasse ce délai-là, de nommer un régisseur intérimaire. Donc l'intérim peut durer 6 mois maximum, renouvelable une fois, donc 1 an au maximum, mais par tranche de 6 mois. Et à l'issue, au bout des 1 an, en ayant bien renouvelé, on est obligé, enfin la régie est obligée de nommer un nouveau régisseur, ce qui laisse quand même un délai qui me paraît plus que raisonnable pour trouver un autre régisseur ou pour peut-être ne plus pouvoir le faire et éventuellement procéder à la fermeture de la régie si on ne trouve personne. C'est aussi une possibilité qui existe. Donc l'intérimaire, hein, pendant ses fonctions, il est chargé des mêmes missions que le titulaire. Et on conseille aussi, même si c'est là encore pas obligatoire, de faire la fameuse remise de service qui Oui. permet également d'avoir la photographie, hein, encore une fois, et de s'assurer que les choses sont bien carrées, sont bien cadrées, que le payeur est informé. Voilà, ça nous paraît aussi important. Donc pour répondre et pour conclure sur cette partie du personnel, un autre questionnement qui nous avait été posé avant, donc sur les bénévoles, effectivement, des bénévoles extérieurs à la collectivité, alors nous on l'ignorait parce qu'on n'y a pas recours, mais on a fait des recherches à ce niveau-là, Oui. ils peuvent effectivement exercer des fonctions au sein des régies, hein, mais on reste tout de même sur le même formalisme avec les actes de nomination, les règles par rapport aux conservations des fonds, etc. Même s'ils ne sont pas de la régie, ils doivent quand même répondre aux mêmes règles, notamment pour les protéger et pour protéger la Ça collectivité. doit être encadré, Voilà, au c'est vraiment même titre que exactement. les titulaires, les bénévoles. Exactement. Ne Même si c'est dépassent des pas les bénévoles et règles. qu'ils ont la gentillesse de venir intervenir, on est obligé de rentrer quand même dans un cadre administratif pour protéger tout le monde. Enfin, c'est vraiment, on ne fait pas du droit pour faire du droit, hein, c'est pour répondre aux règles et aux obligations. Et en dehors des activités liées à la régie, comme on en échangeait tout à l'heure, les bénévoles, ils peuvent aussi parfaitement intervenir au sein de la bibliothèque sans être concernés par le volet régie-recette. Ça, c'est encore autre chose. Mais ce n'est pas une difficulté pour guider les personnes qui viennent, pour les renseigner, etc. Voilà, ce n'est pas lié à la régie. C'est à partir du moment où en fait ils vont encaisser peut-être des abonnements, encaisser peut-être des Mhm. photocopies. Mhm. Donc là, il faudra utiliser un Un acte. acte. Un Exactement. acte, voilà. Et pour être un peu plus concret, parce que c'est pareil, on est dans là pas mal de théories et de règles, et j'imagine que c'est pas forcément évident à digérer. On va vous projeter le modèle aussi de nomination du régisseur. Donc, on s'est concentré sur le régisseur, qui est donc disponible sur le même site. On ne fait pas la pub, ils ne nous sponsorisent pas, mais c'est vrai qu'il n'y a que ce site-là qui les propose. Et voilà, on vous encourage à aller dessus. C'est utile, hein, ça donne déjà la trame Exactement. Et puis ça cadre, on sait que c'est quelque chose qui répond. à des exigences particulières. C'est ça. Puis pour nous, de manière générale, vos principales ressources, il y en a trois types. Il y a vos ressources en interne, vos services juridiques si vous en êtes doté, ou ceux de la communauté de communes. Ensuite, il y a le site, la collectivité locale-gouv.fr qui présente un certain nombre d'éléments. Et puis, vous avez le payeur, hein, avec qui il y a des liens qui sont forts, puisque lui-même valide la création de la régie et qui est là aussi pour vous renseigner, pour pouvoir vous aider sur les procédures et les grandes règles, en tout cas applicables. Donc voilà, bon, pareil, à l'acte de nomination du régisseur titulaire, on voit bien qu'il y a besoin d'une petite mise en forme, Ah hein, oui. un petit dépoussiérage, mais l'important étant le fond. Après, le logo, etc., ça, c'est jamais trop une difficulté ou la police. Donc, on retrouve ici les visas, hein, donc la même chose que ce qu'on avait dans l'acte de création, donc notamment justement l'acte de création qui est visé pour faire le lien et l'avis conforme du payeur. On a l'article 1er, donc lui qui présente l'identité hein, du régisseur titulaire, bien évidemment.
qui indique qu'il intervient dans le cadre des règles de fonctionnement de la régie. Là, on fait encore ce lien dont on parlait tout à l'heure. On a l'article 2 donc sur le régisseur suppléant, puisqu'il faut forcément aussi le nommer et le viser à ce moment-là pour être sûr de la continuité de service. On a les articles 3 et 4 qui sont plus sur le volet indemnitaire du régisseur et de son suppléant. Alors bon, ce volet, il relève plus d'un pan RH, enfin ressources humaines qu'on maîtrise beaucoup moins bien. Mm. Donc pour éviter de dire voilà, des bêtises ou des choses qui pourraient vous induire en erreur, on vous invite à vous rapprocher soit de vos services RH, soit du centre de gestion en fonction de votre collectivité, de sa taille et de sa structure, pour avoir de plus amples informations sur ce volet-là, parce que voilà, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne maîtrise pas cet aspect. C'est RH. Ensuite, bon, on a l'article 5 qui, lui, rappelle tout simplement que le régisseur il est chargé de la garde et de la conservation des recettes. Donc, ça fait écho aux missions qu'on présentait tout à l'heure sur le régisseur. Puis, on a l'article 6 qui, là, fait écho alors et sur l'interdiction de percevoir des recettes autres que celles prévues. D'où l'intérêt de bien définir les recettes dans l'arrêté de fonctionnement, Mm. puisqu'il est interdit de percevoir autre chose. Ça ne pourra pas rentrer dans la comptabilité de la régie. C'est ça. Donc, c'est voilà, c'est aussi important d'avoir ça à l'esprit et c'est bien de le rappeler. Et puis, on a l'article 9 qui prévoit l'obligation qui est faite au régisseur ou à son suppléant de transmettre tous les justificatifs en cas de contrôle. Parce qu'il arrive des contrôles périodiques ou inopinés Inopie. qui sont organisés généralement par la pairie, donc le trésorier ou le payeur, et la collectivité concernée, Mm. et qui sont simplement pour vérifier que tout fonctionne bien, donner des points d'amélioration, C'est détecter ça. des éventuels dysfonctionnements, parce que ça peut arriver. C'est pas un contrôle, enfin, je veux dire, il n'y a pas une volonté punitive, mais ça permet voilà, d'intervenir, de faire une photographie de la régie, dire ça fonctionne bien, ça peut-être on pourrait l'améliorer, ça il faut plus le faire. Donc c'est des choses, bah, on parle de contrôle, ça peut faire peur, mais c'est des choses qui aident tout le temps à améliorer les pratiques, en fait. Donc il faut Mm. plutôt être preneur de ça, sur ce plan-là. Donc, tous ces textes-là, une fois visés et adaptés à la photographie du moment de la régie, Mhm. vous nous conseillez, je suppose, de les garder à proximité de soi, dans Oui, sa bibliothèque, hein, en nous on cas de préconise, ouais. contrôle. Ou même de devoir se justifier, effectivement, d'avoir un petit carnet ou informatiquement, peu importe, avec un petit dossier qui retrace tous les actes de la régie, donc que ce soit la création et la nomination, Mhm. notamment dans les régies d'une certaine taille où il y a souvent beaucoup de mandataires qui peuvent être amenés à bouger, de garder en fait voilà, les différents La arrêtés pour trace. pouvoir en justifier, pour être sûr. Voilà, ça permet, c'est pas gênant, on le met de côté. Si on a besoin de le produire ou même de s'y référer, parce que si on veut vraiment vérifier les recettes qui peuvent être perçues ou le montant de l'encaisse, si à un moment donné, le régisseur suppléant qui l'a jamais fait, par exemple, se pose N'est la pas question, habitué, oui, eh il ben, a la il a la réponse. règle dedans et voilà, c'est un guide. Enfin, c'est vrai que c'est un document juridique et comptable, mais c'est surtout un guide. Donc c'est vrai que voilà, c'est utile de C'est l'avoir et pratique. ça fait que quelques pages. Ça permet à tout le monde de se repérer. On sait si on est dans les clous, si on n'y est pas, ou Mm. de se dire, ah ben ça peut-être on pourrait l'améliorer. Donc ça permet aussi voilà, d'avoir des idées pour le faire évoluer. C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que sinon, on vous conseille de l'avoir sous la main. C'est toujours bienvenu et bon, ça prend pas énormément de place. Merci pour cette précision. Tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que des fois on n'y pense pas, mais Oui, comme on est une régie, il faut quand même voir les actes qui les permettent actes. son existence et aux gens qui travaillent dedans. Mais C'est une bonne. s'il y a un contrôle, de toute façon, il faut les présenter, hein. D'accord, S'il y donc a un contrôle, c'est quelque chose qu'il faut c'est plus simple présenter. de les avoir à Mais après, proximité. comme disait Sébastien, c'est très repérant. Mhm. Quelqu'un qui vient et qui paye en espèces, enfin, la régie, elle autorise les espèces, mais pas les chèques. Mhm. Des fois, on dit, ah, mais pour dépanner, je vais prendre le chèque. Et Et c'est pas non, possible c'est pas d'encaisser marqué sur après. l'arrêté. Voilà. Ça peut permettre de justifier éventuellement à un usager aussi qui serait un peu, Ouais. ouais, qui dirait, mais non, moi je veux, ouais, mais regardez, en fait, c'est C'est pas pas prévu dans les possible. C'est pas recettes. prévu. Après, on peut le faire évoluer. Mhm. Mais Et là, c'est voilà. pas jouable. Et enfin, on a bon, l'article 10 qui juste lui se réfère à la fameuse instruction codificatrice de 2006 dont on vous parlait tout à l'heure. Et simplement, pour conclure cette partie-là, il est toujours bon de rappeler, même si je pense que vous l'avez à l'esprit, mais qu'il est strictement interdit de percevoir et de manier des sommes dues à une collectivité territoriale, enfin dues ou appartenant, dans ce qu'on appelle deniers publics, si la personne concernée ne bénéficie pas d'un des actes de nomination que nous venons d'évoquer. C'est quand même important. Personne n'est amené à encaisser ou à payer des dépenses s'il ne bénéficie pas de ces actes-là, parce que là, on est dans l'illégalité et que c'est pas permis. Voilà. Donc les actes, c'est pareil, on ne le fait pas pour le plaisir de multiplier les actes et pour justifier nos fonctions et la formation d'aujourd'hui. Une fois que les choses sont faites correctement, vous êtes tranquille. Il faut juste les faire en lien alors avec les modèles, avec le PR, comme on disait tout à l'heure. Mais ça vous permet après de rouler et d'avoir voilà, un fond de roulement de la régie cadré où vous ne risquez pas grand-chose. Parce que parfois, en pensant bien faire et en voulant rendre service, on dit, bon, ben, je vais Mm. encaisser. Si on n'a pas le droit, ben, on ne le fait Voilà. pas, C'est ça. même pour rendre service. Et puis on peut justement C'est pas demander à légal. vérifier est-ce que j'ai bien mon acte de Mhm. mandataire qui me permet d'intervenir ou pas. Et sinon, dans ce cadre-là, il va falloir aller voir le régisseur pour que lui le fasse. Pour que lui le La fasse. plupart des erreurs qui sont faites dans les régies ou même en général, c'est rarement volontaire. Et c'est plus voilà, soit de la méconnaissance, soit du doute. Et donc, c'est vrai que ces documents-là, c'est un peu comme des guides, quoi. Enfin, comme des modes Mhm. d'emploi de la régie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien les avoir sous la main.
Est-ce qu'on peut faire à présent un petit focus sur la responsabilité du régisseur, puisque vous nous avez dit en préambule qu'il y avait récemment eu des évolutions. Est-ce que tu peux nous préciser lesquelles et qui sont de taille quand même, parce qu'on ne le sait pas forcément. Et enfin, moi, en tout cas, je l'ai découvert en travaillant ensemble et en faisant ce vendredi. Oui, oui, pas de souci. Donc là, il y a une évolution donc récente. Depuis le 1er janvier 2023, il y a l'application donc de l'ordonnance du 23 mars 2022 qui a supprimé le régime historique de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et des régisseurs. Donc, ça a créé un régime de responsabilité unifié et commun à l'ensemble des acteurs de la chaîne financière. Alors, cette évolution, elle induit que le régisseur n'est plus responsable personnellement en cas d'erreur de caisse, par exemple, sur la régie. Et aussi, il n'est plus obligé de souscrire à une assurance personnelle. Pour illustrer plus concrètement, avant 2023, en cas d'erreur sur le périmètre de la régie, c'était le régisseur qui devait déclarer au trésorier l'anomalie et procéder à ce qu'on appelait une mise en DB, puis recouvrir la dette par l'activation donc, de son assurance personnelle. Maintenant, si un mandataire fait une erreur de caisse, il sera d'une part responsable de son erreur et d'autre part, ce sera toute la chaîne de responsabilité qui pourra être interrogée sur la source de l'erreur. Par exemple, est-ce que le régisseur a bien formé le mandataire? Est-ce que le responsable de service donne les moyens suffisants au régisseur pour bien fonctionner? Est-ce que le service a mis en place des procédures internes pour sensibiliser les acteurs au maniement des fonds? La responsabilité, maintenant, elle ne repose plus uniquement sur le régisseur. Elle est vraiment diluée, unifiée, partagée. Voilà. Donc, en cas d'erreur, on viendra questionner l'ensemble des acteurs. Voilà. Alors justement, tu nous disais, est-ce que le régisseur a été formé par le mandataire? Est-ce qu'il existe des formations pour devenir régisseur, mandataire, pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'on va devoir faire au quotidien dans cette régie? Alors oui, il y a des cycles de formation organisés par le CNFPT. Il me semble qu'il y en a aussi des fois avec la DDFIP et où des fois le CNFPT travaille aussi en collaboration avec la DDFIP. Donc c'est vraiment le service des finances publiques qui, eux, sont très sensibilisés justement aux questions des régies. Donc oui, il existe un cycle de formation pour les personnels de la régie. Ça En plus de paraît celle-ci. utile. En plus de celle-ci, Oui, je crois. oui, en plus de Oui, celle-ci. oui, Mais tout le monde n'aura pas accès à C'est cette vrai, c'est vrai. formation. Enfin, nous ne le Et saurons. elles sont enfin, beaucoup plus dans le détail, Ah plus oui, oui, précises oui, aussi. oui, oui, elles sont plus. C'est dispensé sur une journée, au moins une journée ou deux. Hein, oui, 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 oui. Alors, pour terminer, si on devait retenir, pas une seule chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, mais en résumé, donc vous nous avez préparé quelque chose qui me semble super utile. C'est un petit topo sur la vie des régies. Alors, je vais essayer de vous l'afficher un petit peu mieux en plein écran et, si possible, du début, ce qui est mieux. Oui, donc avec Sébastien, on a dit, enfin, on s'est dit qu'un document de synthèse qui va reprendre les étapes essentielles de la vie d'une régie pourrait vous être utile. Donc, ce document, il retrace oui, un petit peu la vie d'une régie. Donc, depuis la définition de la régie, donc ensuite ça reprend donc la rédaction des différents actes d'une régie. Bien sûr, on reprend cet élément, je pense que vous l'aurez compris, hein, la transmission au comptable public pour un avis préalable, et c'est quelque chose qui est obligatoire pour chaque acte qui concerne la régie. Donc ça, bien sûr, on a la signature des actes par l'exécutif qui est importante, la transmission des actes au contrôle de légalité, notamment l'arrêté de fonctionnement de la régie ainsi que les annexes, s'il y a des annexes tarifaires. Ensuite, la publicité des actes
Donc, Il y a le détail. ouais, le détail. Et la mise en œuvre des actes. Et enfin, l'adaptation des actes. Donc, comme on a pu le dire, c'est quelque chose qui évolue. Vraiment, c'est pas parce qu'il y a cet aspect juridique qu'on est contraint à rester dans le périmètre. C'est des actes qui évoluent et qui peuvent évoluer plusieurs fois dans l'année. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais nous, dans les monuments historiques, il y a des arrêtés de fonctionnement qui sont actualisés, même des fois 2 fois dans l'année. Donc, il ne faut pas se priver de les actualiser, hein. Vraiment, c'est pas du tout quelque chose de restrictif. Puis on l'a pas précisé, mais ça se modifie aussi par des actes. Donc, c'est vrai qu'on prend un arrêté modificatif et on vient, par Oui, exemple, remplacer l'annexe sur les prix ou c'est faire ça. évoluer le montant de l'encaisse. C'est sur la même base avec aussi voilà, des actes modificatifs. Toujours la Mhm. même chose. Les actes, les actes, les actes. Oui, c'est ça. Donc, ce mémo, donc, il a pour objectif de vous rappeler les principales étapes dans votre quotidien au sein de la régie. Et bien sûr, vous pouvez le plastifier, l'encadrer, le mettre en beaucoup plus grand si vous voulez, le mettre dans la régie. Le partager Mais le également. partager, voilà, on vous l'offre, c'est cadeau. C'est un bon résumé, en tout cas, de cette heure passée ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. On va laisser la parole à présent à Mélanie, dès que j'aurai réussi à arrêter le partage. Et juste, Merci beaucoup. juste pour conclure, Mélanie, pardon, on a évoqué donc la régie. Donc, c'est vrai qu'on pense à encaisser des recettes Mm. parce qu'on passe peut-être de la gratuité à encaisser des recettes. Il faut quand même penser qu'il y a enfin, si on met en place une régie, on n'est pas obligé d'encaisser des recettes pour tout. C'est-à-dire que la bibliothèque peut continuer à proposer des activités ou des choses gratuitement et simplement concentrer des recettes sur des petits aspects. On peut penser par exemple à on peut continuer la lecture publique gratuite si on le souhaite, tout en mettant en place un tarif pour les photocopies ou pour la perte d'ouvrage, peut-être une participation de l'usager. Enfin, c'est pas tout ou rien. Voilà, il faut bien déterminer son périmètre et ses besoins, mais on n'est pas obligé. C'est pas, voilà, soit on fait tout gratuit, soit on fait tout payant. Il y a toujours... Et Oui, ça évolue entre-temps. On peut mettre quelque chose peut-être payant à un moment donné, puis ça ne fonctionne pas bien et y revenir. Voilà, ça s'adapte et sa vie, c'est un document, mais c'est pas figé. Et c'est juste des choix après qui relèvent plus de l'institution finalement Mm. De la et de la politique, volonté politique hein, qui peut vous le intervenir souhaitez. en matière de culture. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas précisément. Là, on n'est pas obligé de tout mettre en payant. Voilà, C'est c'est des pas parce choix à qu'il y a une opérer. régie qu'on est obligé de payer, enfin De d'encaisser payer. voilà, de faire une politique tarifaire avec du tout payant. Tout payant. Voilà, c'est ça. Juste avant de te passer la parole, Mélanie, si tu me le permets, je souhaitais remercier Sébastien et Laure qui ont travaillé vraiment comme des dératés pendant plus de 6 mois pour préparer cette intervention sur les régies et pour la simplifier au maximum pour qu'elle soit accessible et digérable par tous. On espère que c'était le On cas. Merci espère, encore. Et on merci à espère. toi aussi, Simon. Donc, Marielle Gillard pose la question, est-ce que tous les personnels de l'accueil qui perçoivent les recettes doivent-ils être nommés mandataires? Oui. Oui, il y a Ah déjà la oui. réponse. Hein. Oui. C'est pas des questions pièges, hein, c'est des questions qui sont advenues parfois au début de la rencontre et c'est pour ça que vous avez donné la réponse. Mais donc, Alors, c'est oui. Nous, alors oui, et alors nous, au département, hein, ce qu'on applique, c'est qu'on préfère qu'il y ait plus de personnes qui aient un arrêté de mandataire et s'il faut, ils encaissent 2 fois dans l'année, et même s'il faut, de toute l'année, ils encaisseront rien du tout, mais au moins ils peuvent intervenir dans le cadre de la régie. Donc oui, toutes les personnes susceptibles d'encaisser doivent avoir un arrêté. La procédure est-elle la même lors de la vente de livres? Oui. Enfin, c'est la même procédure, c'est-à-dire qu'il faut, dans l'arrêté de fonctionnement et de création de la bibliothèque, il faut avoir prévu cette recette-là avec les tarifs, hein, il faut les Oui, fixer. Nous, on a le cas, par exemple, dans les monuments historiques où il y a des c'est ça. boutiques avec tous les prix sont fixés. Et puis ensuite, il faut que ce soit des personnes qui bénéficient d'un acte de nomination qui leur permet c'est la même logique pour tout type d'opération financière, on va dire, que ce soit de la vente de livres ou de la perception de droits d'entrée, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'on verra dans l'arrêté de fonctionnement encaissement de livres et dans une annexe, s'il y a diverses références, on verra, je dis n'importe quoi, un livre à destination, je sais pas, des enfants, il sera à 4,50 € Un autre livre, chaque référence aura un tarif, ça sera dans l'annexe qui permettra l'encaissement du livre. Mm. L'acte de création de régie est-il accessible par l'ensemble du personnel? Ah Oui, oui, c'est public.
C'est public, ça doit Il même est être normalement affiché. publié par la collectivité, alors sur le site internet ou bon, en fonction de la taille. Et ensuite, logiquement, il doit être affiché aussi enfin, en tout cas, on le conseille de l'afficher pour pouvoir bien s'y référer en dehors de l'avoir sous la main. Donc oui, oui, il est accessible. Pouvez-vous nous rappeler les documents nécessaires pour les dépôts mensuels? Ah, alors pour les dépôts mensuels, il faut les statistiques de caisse. Il faut le cahier comptable, il faut un extrait du cahier comptable, du registre comptable, pardon, excusez-moi, du registre comptable. Et il faut l'extrait du compte DFT s'il y a un compte DFT. Lors de vide bibliothèque, un élu peut-il être nommé mandataire? Quand vous parlez, alors Marielle Gillard qui pose la question, quand vous parlez de vide bibliothèque, vous faites référence à... C'est lors d'un événement où on a effectué un gros désherbage et donc sur une journée, on fait un vide bibliothèque. Donc il y a eu un arrêté, là le dernier était au mois de septembre dans le cadre des biblios en folie. Et donc il y a eu un arrêté pour déterminer le montant des typologies de livres. Et moi, j'ai eu une question, c'est qu'il y a à un moment donné, il y a une élue qui nous a relayé entre midi et deux à l'encaissement. Et ça, à mon avis, c'est pas forcément. Est-ce que l'élu, en fait, est-ce qu'un élu peut être nommé mandataire? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un agent, et est-ce qu'il peut manipuler comme ça de l'argent public? C'était ma question. Alors, on n'a jamais eu le cas, donc ça nécessiterait peut-être des recherches Ouais, complémentaires. Néanmoins, comme ça, de tête, hein, selon moi, l'exécutif, donc le maire, ne peut pas être nommé, puisqu'il a déjà la fonction Ouais. d'exécutif local. Et il me oui. semble que tout élu qui bénéficie d'une délégation de fonction et ou de signature, donc c'est-à-dire par exemple l'élu qui est délégué à la culture ou l'élu qui Mhm. bénéficie, ne peut pas non plus, puisqu'il exerce des fonctions qui lui sont déléguées par l'exécutif. Donc, D'accord. je suis extrêmement précautionneux dans ce cadre-là. Alors, peut-être que le payeur ou le trésorier pourrait vous renseigner. Je Oui. suis sûr et certain pour le maire et pour les élus qui ont reçu des délégations de signature et de fonction. Pour les autres élus, là, comme ça, sincèrement, bon, la question s'est jamais posée, mais je ferai très attention parce que enfin, les risques me semblent assez conséquents par rapport aux avantages qu'on peut en tirer. Sauf si effectivement on a une réponse voilà, juridique, mais que là, j'ai Oui. pas en tête. J'apprécie. D'accord, merci. J'espère avoir déjà au moins répondu sur ceux qui peuvent pas. Et ensuite, voilà, pour l'autre, moi, je suis assez réticent généralement pour pas mélanger voilà, les fonctions. Mais peut-être que c'est possible pour un élu qui aurait ni délégation de fonction ni signature, mais je ne peux pas vous répondre comme ça. Que c'était clair. C'était très clair.